Un réceptionniste lui avait dit qu'il n'avait pas sa place dans le bâtiment quelques minutes avant qu'il ne soit censé conclure un accord d'1 million de dollars. Ce qui s'était passé ensuite avait mis toute une entreprise à genoux. La pluie n'était pas forte, juste assez pour brouiller les portes vitrées à l'extérieur de Holston & Royce Consulting, situé dans le centre-ville de Minneapolis. À l'intérieur, les lumières fluorescentes du hall en marbre bourdonnaient au-dessus de leur tête, et une légère odeur d'espresso frais flottait dans l'air. Des personnes en veste sur mesure passaient devant, les écouteurs dans les oreilles et les téléphones collés à leurs mains. Tout le monde semblait avoir quelque chose d'important à faire. Terence Dupré avait franchi la porte discrètement, inaperçu au début. Il portait un trench coat bleu marine foncé, pas de créateur, juste fonctionnel, et tenait une mallette en cuir qui avait clairement vécu quelques années. Pas de Rolex au poignet, pas de garde du corps à ses côtés, juste un grand homme noir de 44 ans aux yeux clairs et à la présence calme qui n'exigeait pas d'attention, mais qui aurait peut-être dû. La réceptionniste avait levé les yeux de son bureau alors qu'il s'approchait pour montrer son badge, sur lequel était inscrit Egan. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans, avec des cheveux blonds épais. AirPod dans une oreille, elle avait à peine établi un contact visuel avant de jeter un coup d'œil à l'horloge derrière lui. « Bonjour, j'ai un rendez-vous de 10 heures avec le conseil d'administration », avait déclaré Terence d'une voix ferme et polie. Elle avait cligné des yeux vers lui, visiblement perplexe quant au service qu'il était censé rencontrer. Il était Terence Dupré, après tout. Il avait attendu, lui laissant un moment pour s'inscrire. Au lieu de cela, elle avait souri d'un air narquois, comme si elle ne le croyait pas. « Vous êtes avec qui, encore une fois ? Les vendeurs n'utilisent pas cette entrée. »« Non, » avait-il répondu calmement. « Je suis le PDG de Detect Solutions. » Elle s'était penchée en arrière sur sa chaise, incrédule. Elle avait jeté un coup d'œil à son écran avec un soupir dramatique. « Je ne vois pas votre nom ici. Peut-être que vous avez le mauvais bâtiment. » Il n'avait pas bronché. « Nous sommes au 1224, avenue Wabash, n'est-ce pas ?» Elle avait roulé des yeux. « Oui, mais comme je l'ai dit, nous ne laissons pas les vendeurs extérieurs attendre ici. Si vous déposez quelque chose, passez par l'entrée arrière du chargement. » Terence s'était arrêté une seconde, non pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce qu'il avait déjà vu ce film. Il n'avait pas discuté, n'avait pas montré ses papiers ni fait de scène. Il l'avait regardé un instant, avait fait un léger signe de tête, puis s'était tourné vers la sortie. Alors qu'il atteignait la porte, un associé junior était sorti de l'ascenseur. Un jeune homme, probablement fraîchement diplômé, s'était figé en plein pas en voyant Terence, ses yeux s'étant écarquillés. « Monsieur Dupré » avait-il dit, le souffle coupé. « Attendez, vous êtes Lato, ils sont toujours en train de vous attendre. » Terence avait levé doucement la main. « Pas de souci, » avait-il répondu. Rompant son pas, il avait ajouté « Dites-leur merci pour l'opportunité. » Il avait poussé la porte et était retourné dans la rue. L'associé se tenait là, la bouche entr'ouverte, devant l'ascenseur. Les portes s'étaient refermées derrière lui. De retour à la réception, Megan était retournée à son téléphone, sans se rendre compte que son sourire narquois allait coûter cher à l'entreprise. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il venait de refouler. Terence Dupré n'était pas né avec des privilèges, on ne lui avait pas donné les clés des bureaux d'angle, des fonds fiduciaires ou des réseaux sophistiqués. Il était né à Mobile, en Alabama, dans une maison de 2 chambres qui penchait légèrement. Après une tempête en 1992, sa mère travaillait la nuit comme gardienne d'hôpital et son père, quand il était là, se précipitait pour réparer des voitures dans leur allée. Terence avait appris très tôt à faire fonctionner les choses. Même quand les choses ne fonctionnaient pas bien, ce qui lui manquait en privilège, il le compensait par sa précision. Il n'était pas bruyant, ne parlait pas beaucoup, mais quand il s'exprimait, on l'écoutait parce qu'il ne gaspillait pas ses mots. À 16 ans, il avait déjà construit un ordinateur de bureau fonctionnel à partir de pièces d'école jetées, non pas pour jouer à des jeux, mais pour apprendre comment il fonctionnait, pendant que d'autres enfants envoyaient des SMS à des filles et s'enfuyaient. Il apprenait tout seul à écrire du code sur un écran cassé, calé sur un annuaire téléphonique. Il était entré à l'université de Tuskegee grâce à une bourse partielle, avait terminé parmi les 5% premiers de sa classe, ne s'était pas précipité dans une fraternité et n'était pas allé à de nombreuses fêtes. Il construisait quelque chose et savait que c'était sa première entreprise. Une petite plateforme pour gérer les horaires des équipes mobiles, codée dans un appartement de 2 chambres au-dessus d'une laverie automatique à Birmingham. Elle avait échoué, mais il n'avait pas abandonné, il l'avait retravaillée. La deuxième, une idée similaire mais avec une meilleure livraison, avait été acquise et avait détecté des solutions. C'était celle qui avait changé la donne, construite de toutes pièces, sans investisseur providentiel, sans lancement tape à l'œil, juste des contrats, une livraison propre et des systèmes qui fonctionnaient. Dès sa 4e année,
Les grandes entreprises de logistique l'utilisaient pour coordonner les expéditions par camion dans le sud-ouest. Il gardait son cercle restreint, ses livres en ordre et la porte de son bureau ouverte. À 44 ans, il avait transformé des techs en l'une des sociétés SaaS à la croissance la plus rapide de la région, pas dans la Silicon Valley, pas à New York, pas à Los Angeles. Il n'avait plus besoin de ses codes postaux pour se valider. Holston & Royce, la société qui lui avait dit d'aller se faire voir, était sur le point de signer un accord de partenariat avec lui, d'une valeur de 42 millions de dollars. L'accord était en préparation depuis près de 7 mois, son équipe avait pris l'avion à 2 reprises. Vérification des antécédents, documents, projections, tout était réglé. La réunion finale était une formalité. Il voulait juste rencontrer l'homme lui-même avant de conclure. Ils avaient eu leur chance et l'avaient gâché parce qu'il n'était pas entré avec un badge autour du cou. Parce qu'il ne ressemblait pas à leur idée de l'autorité. Parce que leur réceptionniste ne pouvait pas l'imaginer assis en face de leur table de conférence. Terence avait déjà vécu cela dans les banques, dans les hôtels, même lors de conférences technologiques où les gens pensaient qu'il faisait partie du personnel de restauration. Mais voilà le truc, il ne s'était jamais mis en colère, il ne l'avait jamais pris personnellement, non pas parce que ce n'était pas personnel, mais parce que leur donner ce pouvoir aurait signifié qu'ils auraient gagné quelque chose, et il ne l'avait pas fait alors qu'il marchait sur l'avenue Wabash, la pluie bruissant contre son manteau. Son téléphone avait vibré 2 fois, il avait vérifié l'écran, un message de son vice-président à Phoenix confirmant que tout était prêt pour la signature du contrat la semaine suivante. Terence s'était arrêté, avait levé les yeux vers le skyline et avait pris une décision là, sur le trottoir. D'un seul mouvement, il avait fait défiler jusqu'à un numéro dans son téléphone intitulé Travis Air, Archon System. Il avait composé le numéro, mais de retour à Minneapolis, il n'avait qu'un choix à faire et il l'avait fait sans un mot. L'appel s'était connecté en 2 sonneries. Terence était arrivé, la voix à l'autre bout du fil à moitié surprise, à moitié amusée. « Mec, tu ne m'appelles pas d'habitude à moins que quelqu'un n'ait merdé, qui est-ce cette fois ?» Terence avait laissé échapper un léger rire. « Travis, j'ai quelque chose pour toi. »« Tu es à ton bureau ?»« Ouais, qu'est-ce qui se passe ?» Terence s'était passé sous l'auvent d'une sandwicherie, en face du bâtiment Holston & Royce. Il avait gardé un ton calme. Je me souviens que l'intégration de la plateforme Holston traînait les pieds. Le ton de Travis avait changé. Il s'était penché. « Ouais, tu étais censé conclure avec eux aujourd'hui, n'est-ce pas ? Jusqu'à ce que leur réception décide que je ne valais pas la peine. » Le silence s'était installé un moment sur la ligne, puis Travis avait ri brusquement, presque incrédule. « Tu plaisantes. »« Non, la réceptionniste m'a dit de partir. Je n'ai même pas vérifié le calendrier, c'est fou. » Travis avait murmuré, « Entrez là-bas avec un sweat à capuche ou quelque chose comme ça, juste un manteau et une mallette. » Je suppose que ce n'était pas assez brillant. Travis avait laissé échapper un lent sifflement. « Laissez-moi deviner, il pensait que vous étiez un livreur. » Plutôt un vendeur, avait répondu Terence. De toute façon, ça ne valait pas la peine. Travis était resté silencieux plus longtemps cette fois-ci. Je suis sérieux à propos de ce que je pense que vous allez dire. Terence avait pris une inspiration. Je suis prêt à réorienter l'affaire si Archon peut répondre aux mêmes conditions, et je veux dire toutes. Tu sais que nous pouvons, nos avocats ont déjà examiné la dernière ébauche, nous étions prêts il y a 2 mois. Bien, avait dit Terence, alors considérez-la comme la vôtre. Je vais demander à mon conseil général de vous contacter d'ici la fin de la journée, nous agirons rapidement. Travis n'avait pas caché son excitation. Terence, je ne sais pas quoi dire, mec. Je veux dire, c'est énorme. Dis merci, avait répondu Terence avec une touche de chaleur. Et ne me fais pas regretter, tu ne le seras pas. Je te le jure. Terence avait mis fin à l'appel et avait glissé le téléphone dans son manteau. Il ne s'était pas attardé de l'autre côté de la rue. La tour Holston & Royce avait l'air exactement la même qu'il y a 30 minutes. Grande, fière, chère, mais pour Terence, elle semblait déjà creuse à l'intérieur de la salle de conférence au 29e étage. Un pichet en verre d'eau de concombre était resté intact, 9 chaises autour. La table était remplie d'associés principaux et du négociateur en chef qui ne cessait de regarder sa montre. Toujours rien. L'un d'eux avait demandé « Non, appelez pas de SMS ». Le négociateur avait dit qu'il avait confirmé hier, il n'avait jamais fait ça. Un associé principal avait froncé les sourcils. Envoyé quelqu'un vérifier. Un stagiaire s'était précipité dans l'ascenseur essoufflé, il était revenu en secouant la tête. Aucun signe de lui à la réception. Ils ont dit que quelqu'un était venu plus tôt, mais ils l'ont renvoyé, pensant qu'il était un entrepreneur. Le silence avait balayé la pièce comme un courant d'air soudain.
Vous me dites qu'ils ne l'ont même pas laissé entrer? Le négociateur avait demandé lentement. C'est ce qu'elle a dit. Les murmures s'étaient transformés en confusion, la confusion en malaise. Quelques cadres avaient commencé à taper furieusement sur leur téléphone, puis une femme en tailleur gris, une associée au regard perçant nommée Simone Barclay, avait pris la parole. S'il partait et s'il était sérieux au sujet de cet accord, c'est déjà parti, mais peut-être que quelqu'un a commencé. Non, vous ne laissez pas partir 7 mois de négociations, à moins que vous ne sachiez déjà exactement où aller ensuite. Cet homme ne bluffe pas. Nous avons juste insulté l'un des opérateurs les plus pointus de cette industrie, et nous l'avons fait à notre réception. Personne n'avait dit un mot. Le négociateur avait finalement demandé si nous devions tendre la main. Barclay avait secoué la tête. Vous pouvez essayer, mais cela n'aura pas d'importance de l'autre côté de la ville. Terence était monté dans un covoiturage en direction de l'aéroport, alors que la voiture s'éloignait du trottoir. Il n'avait pas regardé en arrière, il savait ce qui allait suivre et n'avait pas besoin de le voir arriver pour le ressentir, mais la salle de réunion à l'étage attendait toujours, ignorant que leur moment était déjà passé. Le lundi matin, la salle de réunion de Alston et Royce n'était pas seulement tendue, elle était électrique de toutes les mauvaises manières. Personne n'avait eu de nouvelles de Terence Dupré. Pas de mail, pas d'appel, personne de son équipe ne répondait non plus, pas même un rhume. Ils avaient décidé de prendre une autre direction. Rien, silence. La réceptionniste Megan était de retour à son poste, sirotant un cold brew avec une paille verte, feuilletant des photos de son brunch du week-end. Elle jeta un coup d'œil aux portes tournantes 1 ou 2 fois, attendant de voir l'homme de vendredi. Au fond, elle pensait qu'il reviendrait peut-être en rampant avec des excuses ou des papiers de livraison, mais rien à l'étage. Lors d'une réunion interne tendue, l'équipe de direction de l'entreprise avait essayé de transformer l'absence en un hoquet temporaire. Peut-être avait-il une urgence personnelle. Un associé avait dit qu'il essayait peut-être de faire pression sur eux pour obtenir de meilleures conditions. Un autre, Simone Barclay, calme et vive comme toujours, avait secoué la tête. Terence Dupré ne joue pas à ce genre de jeu. S'il est devenu silencieux, ce n'est pas par accident. Cet après-midi-là, la confirmation était arrivée. Arcon Systems, le concurrent le plus proche de Alston et Royce, avait publié un communiqué de presse officiel. Nous sommes ravis d'annoncer une intégration stratégique avec Detect Solutions, la principale plateforme d'optimisation logistique du Midwest. Ce partenariat marque un tournant dans l'industrie. L'email avait atteint les boîtes de réception à 14h03 et 14h15. La salle de conférence était silencieuse. Personne n'avait parlé. Quelqu'un avait laissé tomber son stylo. Un conseiller principal aux cheveux gris et aux lèvres pincées avait repoussé sa chaise et avait marmonné « Eh bien, c'est le jeu de balle ». Quelqu'un s'était tourné vers Simone. « Pouvons-nous le récupérer ?» Simone n'avait pas cligné des yeux. On ne peut pas désinsulter un homme comme ça en bas. Megan n'en avait toujours aucune idée. Ce n'est que plus tard dans la soirée, après son service, lors d'un verre avec son ami DRH, qu'elle avait appris qui était vraiment Terence. Son ami s'était penché. La table avait baissé la voix. Vous savez, cet accord sur lequel nous travaillions depuis environ 6 mois. Ouais. Le truc technique qui était. Le gars que tu as renvoyé vendredi, Megan avait cligné des yeux. Pas moyen que ce soit lui, son ami hocha la tête, les lèvres serrées. Il vaut plus que tout notre bénéfice trimestriel, tu lui as dit de partir. Megan avait ri nerveusement. D'accord, mais il n'a pas dit qu'il était si important qu'il l'a fait. Megan, tu n'as tout simplement pas écouté. Le lendemain matin, les RH avaient commencé à envoyer des emails sur les protocoles du personnel de première ligne et la formation à la sensibilité des gardiens. Megan avait été entraînée dans une réunion par un superviseur qui avait utilisé des mots comme atteinte à la réputation et perception publique. Elle n'arrêtait pas de demander comment elle était censée savoir, mais personne n'avait de bonnes réponses parce que c'était le problème. Pendant ce temps, Terence était déjà en pleine discussion avec l'équipe de direction d'Arcon. Il avait agi rapidement et signé en 3 jours. Le partenariat avait permis à Arkéen d'accéder à l'IA de planification propriétaire de Detex, un avantage qui les avait immédiatement placés en tête par rapport à Alston et Royce. Les clients avaient commencé à remarquer, un par un, que les entreprises qui avaient compté sur Alston pendant des années commençaient à appeler avec des questions, puis à annuler, et enfin à se taire en l'espace de 10 jours ouvrables. Alston avait perdu 3 contrats majeurs, ainsi qu'un accord pilote gouvernemental potentiel qui avait nécessité 2 ans de préparation. Les investisseurs étaient inquiets, et les actions avaient chuté de 12% en une semaine, vendredi. L'un des associés principaux qui avait soutenu l'embauche de Megan avait discrètement démissionné, mais les véritables conséquences n'avaient même pas encore commencé à se faire sentir.
Le lundi suivant la chute des actions, l'atmosphère au bureau avait radicalement changé. Les cadres qui se saluaient autrefois par des poignées de main se croisaient désormais en silence. Les conversations dans les couloirs s'interrompaient lorsque certaines personnes passaient. Même le personnel d'entretien semblait ressentir que quelque chose avait changé. Le bureau de la réceptionniste était resté vide pendant la majeure partie de la matinée. Megan ne s'était pas présentée. La rumeur avait circulé qu'elle avait été placée en congé sans solde en attendant son évaluation. Personne ne l'avait dit à voix haute, mais tout le monde savait que cela avait un lien avec lui. L'homme au manteau, celui qu'elle avait écarté comme un simple distributeur de prospectus à l'étage dans la suite exécutive, faisait peser une ombre sur les murs. Le responsable des partenariats, Mark Keller, avait passé le week-end à limiter les dégâts, contactant les clients pour leur expliquer la perturbation imprévue du partenariat avec des techs, mais chaque appel ressemblait à une chasse à l'ombre. Un client de Des Moines n'avait même pas attendu son argumentaire. « Vous avez perdu des techs », avait déclaré l'homme de manière catégorique. « Nous allons transférer notre entreprise vers Arconclick dans une semaine. » L'entreprise avait perdu plus de 18 millions de dollars de bénéfices prévus, et il n'y avait pas de ralentissement en vue. Simone Barclay, assise tranquillement à son bureau en consultant LinkedIn, savait que ce moment arriverait, non seulement à cause de l'erreur, mais aussi à cause de ce qu'elle révélait. Leur arrogance avait toujours été leur faiblesse secrète. Ils avaient bâti leur succès sur des relations de pédigré et une bonne image, mais quelque part en cours de route, ils avaient oublié que le véritable pouvoir ne se mesurait pas toujours à un costume 3 pièces. Simone avait été celle qui avait poussé pour l'accord de Terence depuis le début. Elle respectait ce qu'il avait construit, admirait son silence et sa retenue, et maintenant, en voyant tout s'effondrer, elle ne pouvait même pas dire qu'elle était surprise. La presse avait ensuite pris le relais. Un blog de Saint-Paul avait fait faillite. L'histoire du géant technologique des techs, se retirant d'un accord majeur, avait fait le tour. Après avoir été snobé dans les panneaux du hall au profit d'un concurrent, le titre était devenu viral. En quelques heures, les médias commerciaux l'avaient repris. Les forums Reddit l'avaient disséqué. Twitter avait explosé avec des réactions passionnées, même si la plupart des gens ne connaissaient pas personnellement Terence, ils avaient tous une histoire similaire. À un moment donné, ils avaient été jugés, licenciés, sous-estimés. Internet avait trouvé son public. Les internautes avaient commencé à fouiller dans les anciens messages de Megan. Des captures d'écran avaient refait surface. Rien de vraiment cruel, mais juste assez de sarcasme pour attiser les flammes. Alston et Royce avaient tenté d'éteindre le feu. Ils avaient publié une déclaration vague sur la réévaluation des procédures internes et le renforcement des efforts d'inclusion, mais personne ne s'en souciait. Les dégâts avaient un visage et un nom. Terence Dupré, quant à lui, n'avait jamais pris la parole publiquement. Pas de déclaration, pas de tournée de presse, pas de tweet. Juste le silence. Et ce silence, plus que n'importe quel discours, avait eu un impact. À la fin du mois, les 2 principaux clients de l'entreprise avaient résilié leur contrat. Un 3e client de Cincinnati était en négociation avec Archon, invoquant des problèmes de confiance. Derrière des portes closes, la haute direction avait une conversation différente. Ils s'étaient blâmés les uns les autres. Certains exigeaient des têtes, d'autres appelaient à une refonte totale. Mark Keller avait démissionné ce jeudi avec effet immédiat, et Megan avait été discrètement licenciée. Pas de mail d'adieu, pas de RH, juste une enveloppe de manille et une courte marche jusqu'aux ascenseurs. Elle n'avait pas l'air en colère en partant, juste abasourdie, comme si le poids de la situation ne lui était pas vraiment tombé dessus avant que les portes ne se ferment derrière elle. Mais tout le monde le savait. Les dominos étaient tombés, et ceux qui les avaient fait basculer n'étaient ni bruyants ni en colère, mais silencieux, n'ayant pas besoin de crier pour être entendus. Cependant, le coup final était venu de l'endroit le plus inattendu. 2 mois plus tard, juste au moment où Minneapolis commençait à se dégeler après un froid tenace de mars, Terence Dupré était revenu. Il ne l'avait pas annoncé, pas de mai, pas d'invitation de calendrier, pas de caméra. Il était entré par les mêmes portes vitrées, portant le même manteau sombre et la même mallette usée. Cette fois, le garde de sécurité en service s'était levé dès qu'il l'avait vu et avait appelé par radio à l'étage quelques minutes plus tard. Quelqu'un de l'étage exécutif était en route pour le rencontrer. Terence n'avait pas parlé à la réception, n'y avait même pas jeté un coup d'œil. Megan n'était plus là, juste une intérimaire silencieuse nommée Rosalind qui avait offert un bonjour poli sans reconnaître l'homme devant elle. Il hocha à peine la tête une fois et attendit. Simone Barclay était celle qui l'avait salué. Elle était sortie de l'ascenseur dans un manteau noir sur mesure, son expression indéchiffrable mais pas froide. Elle n'avait pas offert de poignée de main tout de suite, juste un Terence, calme, comme si elle reconnaissait quelque chose en retard. Il avait répondu à son nom avec le même ton calme.
Je suis contente que tu sois venu, avait-elle dit. Même si ce n'est pas pour ce que nous espérions. Ils n'avaient pas répondu tout de suite. Ils s'étaient dirigés ensemble vers une petite salle de conférence privée au 3e étage. Rien de chic, pas de grande vue, juste 2 chaises, une table et une carafe de café. Quelqu'un l'avait laissée là, mais aucun d'eux n'y avait touché. Simone s'était assise. Je vais être franc avec toi. L'entreprise a pris un coup. Nous avons perdu 5 contrats majeurs, et 2 autres menacent notre réputation. Eh bien, tu sais. Terence n'avait rien dit. Nous avons fait des changements, avait continué Simone. Les personnes responsables de ce qui s'est passé ne sont plus avec nous. C'est bien, avait répondu calmement Terence, mais ce n'est pas vraiment pour ça que je suis là. Simone avait croisé les mains. Alors pourquoi? Terence l'avait regardé dans les yeux. Parce que quelqu'un m'a demandé si j'allais dire quoi que ce soit publiquement sur ce qui s'était passé, elle avait soutenu son regard, attendant. Et je leur ai dit non, avait-il dit, parce que je n'étais pas intéressée par la vengeance, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Simone avait poussé un soupir de soulagement subtil et presque invisible. Je suis venue, avait-il ajouté, parce que j'avais besoin de voir ce dont je m'étais éloignée pour me rappeler que j'avais fait le bon choix. Un silence brusque mais respectueux s'était installé entre eux, puis Simone avait dit « Tu l'avais fait ». Il s'était levé. La réunion avait duré moins de 8 minutes alors qu'ils retournaient vers les ascenseurs. Un groupe de stagiaires les avait croisés dans le couloir. L'une d'elles, une jeune femme noire en blazer marron, avait ralenti en voyant Terence. Ses yeux s'étaient écarquillés juste assez pour lui faire savoir qu'elle savait exactement qui il était. Elle n'avait rien dit, avait juste fait un signe de tête subtil et respectueux. Il l'avait rejointe dans le hall alors que Terence se dirigeait vers la porte. Ses yeux s'étaient tournés une fois vers le bureau de la réceptionniste. Rosalyn était occupée au téléphone à organiser les badges des visiteurs. Elle ne l'avait pas remarqué en train de regarder, mais le bureau avait l'air différent maintenant, non pas à cause de qui était assis derrière, mais à cause de ce qu'il représentait. Il était sorti sur le trottoir sans un mot. Le vent avait tiré sur son manteau et, pour la première fois depuis la réunion ratée, il s'était permis un petit sourire, pas suffisant, pas satisfait, juste certain. De retour à l'intérieur, Simone était restée dans le hall un moment de plus à le regarder disparaître dans la foule, un homme avec qui ils auraient pu construire quelque chose de puissant, un homme qu'ils avaient mal interprété, sous-estimé, rejeté, et pourtant il leur avait offert le don le plus rare de toutes les grâces. La leçon était restée avec tous ceux qui en avaient été témoins. Il est facile de parler du pouvoir comme s'il se manifestait toujours avec éclat, comme s'il entrait dans une pièce avec un tapis rouge, des étiquettes nominatives et une salve d'applaudissements. Mais le véritable pouvoir, celui qui agit discrètement, sans avoir besoin de s'expliquer, ressemble beaucoup à Terence Dupré. Aucun titre cousu sur sa poitrine, aucun entourage, juste un homme, son travail et l'histoire qu'il a façonné. Holston et Royce avaient appris quelque chose à leurs dépens, quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas seulement une erreur de juger quelqu'un sur son apparence, c'est de la myopie, de la paresse, une sorte de cécité que l'on ne remarque pas avant que tout ne s'effondre et que l'on se demande qui a allumé l'étincelle. Terence n'avait pas détruit cette entreprise avec un communiqué de presse ou une campagne de diffamation, il n'en avait pas eu besoin. Il avait simplement choisi d'emmener sa valeur là où elle serait respectée, rappelant ainsi à beaucoup que le respect ne découle pas de la richesse, de l'influence ou de l'image. Il découle du caractère, de la manière dont vous traitez quelqu'un lorsque vous pensez qu'il n'a rien à vous offrir. Et c'est peut-être ce qui avait le plus blessé l'entreprise. Pas l'argent perdu, pas les gros titres, mais le fait de savoir que cela aurait pu être évité avec juste un peu d'humilité. Il y a des Mégane dans chaque bureau, dans chaque entreprise, des personnes qui portent des jugements hâtifs parce que quelqu'un ne correspond pas à leur image du succès. Parfois, ils le font discrètement, parfois en riant, parfois avec des phrases comme « Tu n'as pas ta place ici ». Mais que se passerait-il si cette personne était l'opportunité? Et si elle détenait la clé de votre avenir? Et si elle avait déjà 10 longueurs d'avance et que vous veniez de vous claquer la porte au nez? Ce n'est pas seulement un conte édifiant pour l'Amérique des entreprises, c'est une leçon pour nous tous sur la décence, la patience et l'importance de prendre le temps de voir les gens, vraiment les voir, non pas pour ce qu'ils portent ou la façon dont ils parlent, mais pour qui ils sont et ce qu'ils apportent à la table. La vérité est que le caractère entre dans la pièce bien avant les références, et si vous ne pouvez pas le reconnaître, vous ne méritez pas les avantages qu'il apporte. Donc, la prochaine fois que quelqu'un se présente avec une apparence différente de ce à quoi vous vous attendiez, faites une pause, écoutez, demandez, ne présumez pas, car le coût de l'arrogance n'est pas seulement financier. Parfois, c'est votre réputation, vos partenariats, votre avenir, et une fois qu'il est parti, vous n'avez pas toujours une seconde chance. Si cette histoire vous a fait réfléchir ou vous a touché, ne vous contentez pas de défiler. Partagez-la, parlez-en, et si vous ne l'avez pas encore fait,
Abonnez-vous, car nous avons d'autres histoires comme celle-ci, et chacune d'elles est un miroir du monde dans lequel nous vivons.